Situation sécuritaire au nord Kivu, un militaire de forces armées de la RDC tué dans la nuit du mardi à ce mercredi au village Bushwaga dans le territoire de Nyiragongo. La société civile accuse les éléments de l'armée rwandaise d'être à la base de cette situation. Et puis contrôle parlementaire, le ministre des Finances visé par une question orale avec débat sur la cessation des travaux du palais sportif. Pour son auteur, le député national John Efambe, l'argentier du gouvernement souminois, doit s'expliquer devant la représentation nationale. Et grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. La sécurité, pour commencer, un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo a été abattu la nuit dernière au nord Kivu, à la frontière avec le Rwanda, au niveau du village Buchwaga, dans le territoire de Nyiragongo. La société civile qui livre l'information accuse les éléments de l'armée rwandaise d'être à la base de cette situation. On en parle avec Rachel Adassaliola. Ce militaire FARDC a été tué par balle dans la nuit de mardi à ce mercredi le long de la frontière avec le Rwanda au village Bushwaga dans la chefferie de Bukumu à Nyiragongo. Thierry Gassassiro, membre de la société civile locale, appelle à l'ouverture d'une enquête et invite les autorités congolaises à renforcer les dispositifs sécuritaires le long de la frontière par où traversent les renforts M23. Un militaire de l'armée congolaise FARDC a été malheureusement tué par des militaires rwandais le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda au niveau du village Bushwaga dans le groupement de Bouvira, chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Un acte de provocation de trop car trop souvent l'armée rwandaise a toujours fait ce genre d'incursion où il ne cesse de violer l'intégrité de la République démocratique du Congo. Il est grand temps que les enquêtes sérieuses soient menées pour tirer au clair tout ce qui s'est passé et que toutes les conséquences soient prises du côté des autorités congolaises pour mettre fin une fois pour toutes à ce genre de questions qui ne cessent d'enregistrer l'armée rwandaise sur le territoire congolais et que les autorités puissent finalement s'assumer car trop souvent l'armée rwandaise par ses appétits démesurés d'agression ne cesse de commettre des bavures le long de la frontière. Il est temps que les autorités congolaises puissent renforcer les dispositifs sécuritaires et d'activer tous les mécanismes nécessaires pour stopper ce genre de bavures car c'est la population qui est en train de souffrir. Trop c'est trop, il faudrait que ça finisse finalement et que nos autorités s'assument. Notons que les incidents sécuritaires impliquant les militaires congolais et rwandais sont fréquents à la frontière entre les deux pays. Et puis l'ONU entend réactiver le programme de désarmement et réintégration des combattants des groupes armés en vue de la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est le haut fonctionnaire des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui a donné cette réaffirmation à la première ministre Judith Suminwa. C'était au cours de l'audience accordée à la délégation de l'ONU le mardi 17 septembre 2024. On en parle avec Ida Malouba et Patrick Isso Bongesebokuma. Accompagné de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, Jean-Pierre Lacroix a souligné la volonté de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais pour un désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours, de la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour faire avancer ce processus. J'ai évoqué le soutien politique des Nations Unies et aussi opérationnel à ces efforts de paix, à travers notamment le soutien que la MONUSCO va apporter au mécanisme de vérification et de suivi, mécanisme ad hoc pour le cessez-le-feu. Nous avons parlé du travail que la MONUSCO va faire pour apporter son appui à la force de la SADC, MIDRC, et en plus, bien sûr, de la poursuite des missions fondamentales qui ont trait notamment à la protection des civils. Nous sommes convenus qu'il était important non seulement de continuer à travailler ensemble dans la perspective de la définition des prochaines étapes
du désengagement de la MONUSCO, des engagements responsables, graduels, qui doit être adapté aux réalités du terrain, adapté aux évolutions sécuritaires et politiques. Et nous sommes convenus aussi de l'importance non seulement de rester étroitement coordonnés, mais aussi de l'importance d'une communication coordonnée qui reflète l'excellence de notre coopération. Le programme du gouvernement souminois accorde une place prépondérante à la protection du territoire national et à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement 2024-2028 prévoit, entre autres, de redéfinir et d'accompagner la nouvelle configuration de la présence onusienne en RDC. Et puis les axes prioritaires de la loi des finances exercice 2025 étaient au centre des échanges entre la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka et le speaker de la Chambre haute du Parlement Jean-Michel Samalukonde. C'était le mardi 17 septembre 2024 au cabinet de travail du président du Sénat au Palais du Peuple. On en parle avec Affermi Vita et Patrick Issot. Les axes prioritaires de la loi des finances exercice 2025 et le 6 engagements du chef de l'État ont fait l'objet des échanges au cours d'une séance de travail que le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a tenu avec la première ministre Judith Suminwa, accompagnée des ministres des Finances et du Budget. Judith Suminwa a, au sortir de ces échanges, expliqué l'objectif de la dite réunion. En fait, si vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les deux chambres. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat. Et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire, il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025, juste attirer l'attention sur l'une ou l'autre chose par rapport aux axes d'intervention qui ont été pris en compte, en rapport évidemment avec le programme d'action du gouvernement et les 6 engagements du chef de l'État. Cette séance de travail valait son pesant d'or au vu de la vision du chef de l'État. Et puis le gouvernement prend toutes les mesures urgentes nécessaires en vue d'éviter la grève des conducteurs des véhicules poids lourds qui opèrent sur la nationale numéro 1. À cet effet, la première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de l'intersyndicale des transporteurs routiers et celle de la Fédération des entreprises du Congo, Rachel Liwala. La première ministre, à lors de ces échanges, écoutait d'une oreille attentive les revendications de l'intersyndicale des transporteurs routiers relatives au respect des résolutions de la tripartite de novembre 2023. Ambroise Tuyoyo, premier vice-président de la FEC, a salué les premières dispositions prises par le gouvernement et apprécie la qualité des échanges avec la première ministre Judith Suminwa. Nous sommes venus échanger avec la première ministre au sujet de toutes ces dispositions et on a trouvé des solutions à court terme et à long terme pour résoudre les problèmes qui nous concernent, qui sont liés notamment au transport des marchandises à différents endroits de la République démocratique du Congo. Dans les mêmes élans, le président de l'intersyndicale des transporteurs de poids lourds, André Tukoji, s'est dit confiant suite aux assurances données par la première ministre pour désarmer cette crise dans les secteurs routiers. Nous constatons qu'il y a une volonté vraiment affichée de pouvoir rencontrer les attentes de nos membres. Et nous allons tenir compte de ça. Mais sauf que, bon, comme on dit, chat échaudé. Bon, c'est un adage. Donc nous avons évolué sous le régime des promesses pendant 11 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu convaincus que ça va accoucher d'une solution qui va
répondre aux attentes des travailleurs. Le gouvernement tient à éviter une paralysie des activités économiques sur l'axe routier national numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en produits alimentaires et autres. Et puis le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a présidé une réunion stratégique de la Troïka politique. L'objectif de cette réunion était de stabiliser le cadre macroéconomique et consolider la stabilité du taux de change observé ces dernières semaines. Rachel Adasaliwala. Cette réunion stratégique de la Troïka politique, présidée par les ministres des Finances, a connu la participation du vice-ministre du Budget, de la vice-ministre des Finances et les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Selon les ministres des Finances, l'investissement productif est la clé pour générer des richesses, maîtriser l'inflation et stabiliser durablement les taux d'échange. Ces solutions structurelles, qui s'inscrivent dans une vision à long terme, doivent aller au-delà du conjoncturel pour renforcer la stabilité de la monnaie locale. Le taux de croissance initialement estimé à 4,7% a été réévalué à 6% pour fin juin, illustrant le dynamisme économique du pays. Le gouvernement prévoit également de mobiliser 2,5 milliards de dollars auprès du FMI avec un appui supplémentaire de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale pour 2024-2026. Ce fonds vise à soutenir les réformes économiques et la résilience à long terme. Ces efforts confirment l'engagement des autorités congolaises à créer une économie solide, durable et résiliente. Justice à présent, désengorgement des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a procédé le mardi 17 septembre à la libération de 303 prisonniers à la prison centrale de Makala. Par la même occasion, Maître Constant Moutamba a inspecté les travaux de réhabilitation de ces centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa qui évoluent à pas de géant. Reportage. La réhabilitation de la prison centrale de Makala après l'incident du dimanche 1er septembre dernier évolue à pas d'éléphant. Les traces des dégâts sont quasi inexistantes dans cette maison carcérale. Le centre de santé, le dépôt de stockage de la provision alimentaire, en passant par le bureau administratif et même la cabine électrique, se rénovent davantage. En vue de lutter efficacement contre les surpeuplements et de renforcer la sécurité dans cette prison, un service a été mis en place pour la numérisation des données de tous les prisonniers. Des ordinateurs Pimpa neufs, un serveur et plusieurs gadgets ont été mis à la disposition de ce personnel chargé du numérique. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Constant Moutamba a signé un arrêté portant libération conditionnelle des 303 détenus, question de désengorger ce centre pénitentiaire. Aux pensionnaires d'exprimer leur reconnaissance au ministre d'État, Maître Constant Moutamba. C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. PC merci na chef de l'État et puis ministre Justice Nzamba Batele mingi pena lo bezate kola sela bango merci na sepele makasi pona en tout cas Nzambe azwa lukumu pona ye soki yete na ngena bimate na makambo onyoso lekaki bon na kumisa Nzambe o maloba mingi ezate pona ana zana esengo mingi soki yete na obimate. Notons que ces libérations conditionnelles s'inscrivent dans le cadre du programme de désengorgement des prisons en RDC. Et dans le même registre, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a pris des mesures conservatoires portant sur la cessation des travaux de construction et libération de l'entrée principale du collège de la Salle situé dans la commune de la Gombe. C'était à l'occasion de sa descente effectuée le mardi 17 septembre 2024 au sein de cet établissement scolaire. Reportage.
C'est à travers cette petite porte que les milliers d'élèves du collège de la Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a inspecté chaque compartiment de cet établissement scolaire. L'entrée principale barricadée aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon déroulement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, le patron de la justice congolaise a instruit à l'auditorat supérieur de FARDC d'ordonner la cessation des travaux de construction et de démolir le mur érigé devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. On va nous faire un rapport concret après analyse des documents. Donc il faudra qu'on nous présente la situation. Et sur cette base-là, nous allons décider évidemment de faire respecter la loi. La loi doit être respectée. Ça va. Donc vous interpellez tous les responsables. Étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités. En bon père de famille, Maître Constant Moutamba a recueilli les désidératas des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Parce qu'on ne peut pas étudier nos histoires de conditions. Nous sommes les élèves, on paye l'argent pour étudier. Notre éducation est prise ici. Cette entrée ici, c'est un restaurant. Quand on entre ici, on empêche d'autres personnes de vendre. L'éducation étant l'une des priorités du second quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Constant Moutamba promet de mettre les bouchées doubles en vue de décompter cette situation. Et en éducation, 2 écoles situées dans l'enceinte du camp militaire colonel Tchati ont bénéficié de 400 bancs du service national. C'était sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que cette remise a eu lieu. On en parle avec Ida Maloba. C'est après son passage dans ces écoles lundi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a instruit au service national de procéder à la remise de bons en toute urgence. Les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchetch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp colonel Kokolo soient équipées aussi en banc, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera les autres écoles qui sont dans le camp, au camp Seta, au camp Badiading et les autres camps qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements aux donateurs. Cette œuvre va sans doute permettre à nos élèves, de manière pérenne, à réaliser la volonté du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, notre pays. À travers le général Kassongo Kabouik Jean-Pierre du service national pour ce geste louable de la remise de bancs à nous apprenants du complexe Tchatchi. Nous qui sommes l'avenir de la République démocratique du Congo, en particulier d'Afrique et du monde entier en général. Espérons que ce geste n'est pas le dernier et sollicitons la construction des bâtiments de 19 classes pour notre bonne condition d'accès aux enseignements de qualité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous accorde une longue vie pour continuer les bonnes œuvres de développement des secteurs éducatifs
de notre pays. La remise de ces bons dans les institutions d'enseignement public constitue un appui conséquent à la gratuité de l'enseignement dans son volet amélioration des conditions d'études des élèves. Le service national n'envisage pas en rester là. Et on va rester en éducation à Béni. Les cours reprennent le lundi 23 septembre 2024 dans le territoire de Béni. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale entre SIECO et SINECAT tenue ce mercredi 18 septembre 2024 à l'école primaire Massossi en commune d'Oicha, chef lieu du territoire de Béni. Je vous laisse plutôt suivre tour à tour les secrétaires permanents du SIECO et du SINECAT. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Après un débat houlé avec les enseignants, vous savez que les enseignants du territoire sont quand même responsables. Ils viennent de dire qu'ils sont prêts pour commencer les cours à partir du lundi. Ils demandent aux parents d'acheter pour les enfants, de préparer les enfants, pour les acheter les cahiers, les uniformes. Nous, enseignants du territoire, on a été quand même clairvoyants, on a été détournants parce que le gouvernement nous avait promis le paix là. Et l'enseignant quand même a dit non, il faut que je puisse aller à l'école. Ce n'est pas une lâcheté, nous connaissons notre gouvernement. Nous avions proposé à notre gouvernement $500, mais le gouvernement a dit que lui peut trouver $100. Et il plutôt 100 000 francs. Et il venait donner une moitié. C'est ainsi que, unanimement, comme les enseignants sont responsables, ils ont dit et reprennent les chemins de l'école à partir du lundi. La lutte continue. Donc aujourd'hui nous suspendons, nous ne levons pas, la lutte continue parce qu'il y a d'autres moyens que nous allons user pour aller vers le mieux. Parce que aussi nous connaissons notre gouvernement, c'est un gouvernement de royaume de béton. Alors pour terrasser le béton, il faut encore un repos, raison pour laquelle les lundis, nous disons à tous les enseignants d'arriver à l'école à partir de 7h30. Ce n'est pas perturbé, c'est le gouvernement qui perturbe parce qu'une fois le gouvernement n'honore pas ses promesses, l'enseignant doit se mettre et réfléchir et pour faire réfléchir ce gouvernement. Vous savez que là où les hommes sont en train de réfléchir autour de l'argent, ça crée toujours des dégâts matériels là qu'il faut discuter jusqu'à ce que chacun puisse se décider. Et si les hommes ont traîné dans la salle, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils sont en train de réclamer. Mais comme ils n'ont pas encore trouvé gain de cause, ils ont vu seulement la petite chose là, ils se disent non, les enfants sont les nôtres. Nous devons aller encadrer de nouveau nos enfants, malgré que nous sommes en train d'attendre la promesse, selon ce que le gouvernement nous avait promis. Et on va parler sport à présent. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre de la Culture et Arts et celui des Sports ont effectué une visite d'inspection au stade des Martyrs de la Pentecôte le mardi 17 septembre 2024. La dite visite s'inscrivait dans le cadre de renforcement de paramètres au sein des temples sportifs. Mougalou. Renforcer le paramètre sécuritaire au sein des infrastructures sportives nationales et leurs environs, c'est l'objet de la visite conjointe d'inspection effectuée au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa aux premières heures de mardi 17 septembre 2024 par Maître Jacquemaine Chabani, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Yolande Elébé, la ministre de la Culture et Arts, ainsi que Maître Didier Boudimbo, le ministre des Sports et Loisirs. Le patron du sport national, en bon connaisseur du lieu, a fait visiter à ses hôtes tous les compartiments de ces complexes omnisports. Ils se sont même rendus compte de l'évolution de travaux d'entretien en cours. Du couloir principal à l'aire des Jeux, en passant par différentes voies de sortie, le vestiaire comme le gradin, les 3 membres du gouvernement ont tout visité avant de chuter par la clôture du stade qui, selon les recommandations faites par les instances du football africain, doit être renforcée pour plus de sécurité. Aucune déclaration n'a cependant été faite à la presse à la fin de cette visite qui s'est clôturée par un bref échange entre les 3 membres d'exécutif national.
Et on en vient à la politique. Dépôt ce mercredi 18 septembre 2024 à l'Assemblée nationale d'une question orale avec débat adressé au ministre des Finances Doudou Fouamba sur l'arrêt des travaux du palais sportif. Pour son auteur, le député national John Ifambe, élu de la circonscription des Lukunga à Kinshasa, veut voir clair sur le fonds décaissé par rapport aux travaux qui devaient être amorcés mais qui ont été arrêtés. L'argentier du gouvernement devra donc s'expliquer devant la représentation nationale, a dit l'auteur de la question orale. Suivez. En 2023, il avait été signé un contrat entre le gouvernement et une entreprise Milvest pour la construction d'un palais sportif dénommé Kinshasa Arena. Lors de mes vacances parlementaires, j'ai constaté que ces chantiers n'avançaient pratiquement plus et qu'il y avait cessation de travaux. Il était important pour moi de m'imprégner et de me renseigner auprès des ouvriers, auprès de la population environnante pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cessation des travaux. Étant donné que le gouvernement avait déjà décaissé une somme importante pour commencer et lancer les travaux. À l'issue de toutes ces démarches, je suis résolu aujourd'hui d'adresser une question orale avec débat à Monsieur le ministre des Finances en sa qualité d'argentier de la République parce qu'on m'a fait savoir qu'il s'agit d'un problème de financement. Et puis le technicien marocain Abdel Slam Ouadou a officiellement annoncé sa démission au poste d'entraîneur principal au sein de l'ASV Club de Kinshasa. Il a fait cette annonce lors de la conférence de presse d'après-match opposant son équipe à celle de la formation sud-africaine. Cette décision fait suite à plusieurs défaites et manque d'organisation au sein du club vert noir de la capitale. Ansoumo Galou revient. L'histoire d'amour entre l'ASV Club et l'entraîneur marocain Abdeslam Ouadou n'aura duré que quelques mois car depuis le début de la saison, le technicien marocain a, après la défaite de son équipe en Afrique du Sud en Coupe de la Confédération de la CAF, a annoncé sa démission. Il a révélé les raisons pour lesquelles il ne peut plus continuer l'aventure avec le club congolais. Il a pointé du doigt le manque d'organisation au sein de l'administration de l'équipe. « Je suis un entraîneur professionnel, je ne sais plus continuer dans ces conditions. Nous sommes arrivés juste 24 heures avant le match. J'ai manqué 6 joueurs à cause de passeport. Je souhaite bonne chance à l'équipe, a-t-il annoncé lors de la conférence d'après-match. Et l'administration de l'équipe congolaise a pris acte de cette décision. Les désormais anciens coachs de l'ASV Club étaient en poste depuis janvier 2024 avec laquelle il a remporté la Coupe du Congo, le seul d'ailleurs trophée majeur. Et en dehors de nos frontières au Soudan, le bilan de l'épidémie de choléra est en hausse. Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que 266 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés, ce qui renvoie à un total de 9 533 cas depuis le mois d'août, dont 315 décès. Suivez. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan le 12 août dernier. Dans le même rapport, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élevait à 225 et que 889 autres personnes avaient été blessées. Plus de 35 794 maisons ont été gravement endommagées, tandis que 40 781 autres l'ont été partiellement du fait des inondations et des pluies torrentielles depuis le mois de juin. Dimanche, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que plus de 178 000 Soudanais avaient été déplacés à cause des inondations et des pluies dans 15 de 18 États depuis juin.
Une situation qui continue à aggraver la situation de l'épidémie de choléra au Soudan, quoique des solutions en vue d'y mettre fin sont en train d'être trouvées. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Situation sécuritaire au Nord Kivu, un militaire de forces armées de la RDC tué dans la nuit du mardi à ce mercredi au village Bouchouaga dans le territoire de Nyiragongo. La société civile accuse les éléments de l'armée rwandaise d'être à la base de cette situation. Et puis contrôle parlementaire, le ministre des Finances visé par une question orale avec débat sur la cessation des travaux du palais sportif. Pour son auteur, le député national John Efambe, l'argentier du gouvernement souminois doit s'expliquer devant la représentation nationale. Et grande était notre joie de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.